L'humain-anima est une aptitude naturelle que la plupart d'entre nous n'utilisent plus. Pourtant, celle-ci est précieuse. Elle élargit nos perceptions sensorielles et nous enrichit de ses interactions avec le reste du vivant. A-t-elle disparu de nos capacités humaines ou bien ne s'exprime-t-elle simplement plus faute d'environnement propice ? Et d'ailleurs, où est-ce que l'humain-anima trouve-t-elle sa source ? Ce sont ces questions que je vais poser au généticien Daniel Cohen. Daniel Cohen est le pionnier du décryptage du génome humain. Il travaille dans différents domaines scientifiques, ce qui lui permet de développer de nombreuses innovations. C'est donc un pionnier dont l'éclairage me sera précieux. J'avais envie de discuter avec toi au sujet de notre interaction sensorielle avec le monde du vivant, déjà pour savoir si effectivement ça existe, et puis pour essayer d'identifier où est-ce que ça pourrait trouver son origine chez l'humain. Depuis son apparition sur Terre, l'homme a vécu 98% de son existence au milieu d'un environnement végétal et animal. Puis, il a fait émerger le concept de nature pour mieux s'en extraire et affirmer sa supériorité. Ensuite, les philosophes antiques, dont Platon, ont affirmé que la seule intelligence valable à prendre en compte était l'intelligence déductive, rationnelle. Et la question que je me pose, c'est les 2% restants de sa présence sur Terre, pendant lesquels il a vécu essentiellement dans un environnement qu'il a modifié de façon importante, est-ce que cela suffirait pour faire disparaître cette aptitude naturelle ? Alors, si cette capacité a existé, je pense que oui, et qu'elle a disparu, est-ce qu'elle a disparu pour tous les humains ou une petite fraction ? On connaît la communication entre les hommes, d'accord ? Mais il y a probablement, on est sûr maintenant, des communications entre les individus d'une même espèce. On connaît même maintenant la communication entre les plantes, notamment au niveau des arbres, par exemple. Après, l'autre question qui se passe, est-ce qu'il peut y avoir des communications entre espèces différentes ? Donc, du coup, pourquoi éloigner l'homme de tout ça ? L'homme est un animal comme un autre, comme les autres. Est-ce qu'il y a une communication avec les animaux ? Est-ce qu'il y a une communication avec les plantes, de la part de l'homme ? Voilà, donc ça, c'est le sujet important. Le deuxième, c'est un aspect que tu abordes, c'est la supériorité de l'homme, parce qu'il serait plus intelligent que les autres êtres vivants. Je pense que ça, c'est un concept orgueilleux, archi faux. Je pense que la nature, telle qu'on l'appréhende aujourd'hui, est probablement d'une intelligence absolument incroyable. Elle a tout inventé. Elle a tout inventé. Et l'homme imite assez timidement, et avec plus ou moins de succès, ce que la nature a déjà inventé. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait, le meilleur ingénieur, c'est la nature. D'accord ? Si cette communication entre l'homme et les autres espèces existe, elle a dû être, de ton avis, prépondérante pendant 98% du temps de l'existence de l'homme. Est-ce qu'on a perdu cette capacité d'interagir avec les espèces ? Donc on peut en parler, je pense que oui et non, aujourd'hui. Maintenant, parlons donc des mécanismes de communication, si tu veux. Prenons le plus compliqué pour nous à comprendre, est-ce que les plantes se parlent ? Est-ce qu'elles communiquent ? Alors maintenant, il y a des tas d'études qui démontrent qu'il y a une communication de type social, même entre les plantes, entre les arbres, beaucoup plus qu'on ne pense, et à des niveaux d'une subtilité qui commence à nous enchanter. Et en communication, il faut toujours envoyer un signal, il faut un récepteur au signal. D'accord ? Et qu'une fois que le signal est reçu par l'autre individu, il faut qu'il soit traduit pour que l'autre individu comprenne, pour réagir. D'accord ? Tout bête. Alors, entre les plantes, c'est connu maintenant, à travers un mécanisme simple, qui est que un arbre, dans une situation donnée, va larguer dans l'atmosphère
dans l'air qui l'entoure, des petites molécules. Et ces molécules s'appellent des phéromones, hein, vont voler, d'accord, et vont aller toucher d'autres arbres qui ont des récepteurs pour ces phéromones. Et ces arbres qui reçoivent le signal vont le traduire et vont faire quelque chose. Voilà, donc là, on connaît déjà des mécanismes de langage imperceptibles, là, pour nous évidemment, entre des arbres. D'accord. Pourquoi penser qu'il ne peut pas y avoir le même mécanisme avec les phéromones entre espèces, des arbres et l'animal? Il n'y aurait rien de choquant. D'accord. Il n'y aurait rien de choquant. On ne voit pas pourquoi, parce que quand les espèces évoluent, ils peuvent communiquer entre eux, pourquoi ils pourraient ne pas communiquer d'une espèce à une autre? Il n'y a pas de raison. Sur ce modèle, hein, des phéromones. Bon. Il est probable que, effectivement, dans la période où l'homme n'avait pas encore construit son nouvel environnement qui est basé sur exploitation des capacités de la nature. L'homme n'a pas fait autre chose que d'imiter la nature pour créer des maisons, l'électricité, les fusées. C'est que des imitations, hein, c'est quelque chose de naturel. Dans la période où il n'y avait pas cette évolution telle qu'elle est aujourd'hui, très compliquée, de l'environnement de l'homme, il devait y avoir effectivement une communication de l'homme vers les autres espèces. Aujourd'hui nous paraissent abscons ou impossibles, mais ça a dû exister, il n'y a pas de raison. Et ça, on le sait à cause des civilisations qu'on a dites primitives, où il y a une communication, qui le font. Avant que l'homme construise son nouvel environnement, qui est en fait une sophistication de ce que la nature avait déjà inventé, hein. Enfin, depuis ce temps-là, il a eu moins besoin de communiquer avec le reste de son environnement. Mais je n'ai pas de raison de penser qu'il n'y avait pas une très forte interaction entre l'homme et les autres espèces animales ou végétales. Ça me paraît à peu près sûr. D'autant plus que l'homme, comme les autres espèces vivantes, a besoin des autres espèces. Donc je pense que cette capacité de communication de l'homme vers les autres a existé, et qu'effectivement, ça a pu se dissiper par le manque de besoins, d'accord, parce que l'environnement s'est adapté à l'homme, ou l'homme a adapté l'environnement à son besoin. Plutôt. Oui. Je pense que c'est naturel. Je pense que c'est les deux en même temps, en réalité. Mais si ça existait et que ça a disparu, je ne pense pas que ça a disparu pour tout le monde. Je pense qu'il y a des êtres, comme d'habitude, hein, qu'il y a des individus qui sont encore sensibles à ce type de communication, ou sont capables de l'utiliser ou de le percevoir, même si la plupart des gens ont peut-être perdu ce sens. Justement, c'est vrai ce que tu dis, parce que si on regarde les peuples qu'on dit premiers, ils n'ont jamais perdu cette interaction naturelle avec le vivant, c'est-à-dire qu'il soit animal ou végétal. Ouais. Ils l'ont tous, et même ils la renforcent. Certains d'entre eux la renforcent. Je pense par exemple aux chamans, aux guérisseurs, avec des plantes hallucinogènes, pour certains, et tous avec des tambours, des chants. Bref, ils utilisent des vibrations de la musique pour pouvoir augmenter leur perception sensorielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux l'utilisent depuis des millénaires, et nous, ça fait à peu près 35 ans seulement qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle la sonothérapie ou la musicothérapie, et qu'on se rend compte à travers des études que ça a un impact, ça modifie les ondes cérébrales du cerveau, ça a des effets, ça soigne certaines maladies comme la fibromyalgie, comme l'état dépressif, etc. On ne sait pas tout à fait quelle est la nature de cette interaction, comment ça fonctionne, mais on l'a constaté. Je sais que tu es chef d'orchestre et pianiste. En tant que généticien, musicien et chef d'orchestre, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu en penses? Dans ces populations dites primitives auxquelles tu fais allusion, ils ont compris qu'il fallait mettre son cerveau dans un état second, on va dire. Ce qu'on appelle l'état modifié de conscience. Si tu veux. Hein. Alors les champignons, la musique, les trans, tout ça, pour conditionner le cerveau à être
plus réceptif à des choses auxquelles on l'est moins quand on n'est pas en transe. D'accord ? Ou peut-être désactiver, débrancher le cerveau pour que notre corps puisse capter par ses différents sens ces informations. Mais ce qui est clair, c'est que il y a un petit paradoxe, si tu veux. Je pense que la communication entre espèces n'a pas besoin de ces trans. Elle est naturelle, elle n'a pas besoin de... Et que, probablement, chez certaines personnes, le fait d'exacerber le cerveau dans certaines conditions permet de retrouver ce sens plutôt que de le créer. Hein. Ou de l'amplifier. Ou de l'amplifier, exactement. L'humain est composé de plus de cellules non humaines qu'humaines, Ouais. puisqu'on a découvert qu'en fait, on avait une quantité incroyable de virus, de bactéries, de champignons qui nous aidaient à vivre, hein, tout simplement. À l'intérieur de notre corps. À l'intérieur de notre corps. Ouais. Évidemment, il y a le microbiote, mais pas que. Et à tel point qu'en fait, aujourd'hui, il y a un concept qui émerge qui s'appelle l'holombiote, qui remet au goût du jour l'idée que le tout est supérieur à la somme des parties. Et toutes ces cellules sont en interaction permanente, il y a un flux incroyable qui est généré en permanence à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ce flux incroyable qui est généré ne pourrait pas cacher ou ne serait pas à l'origine de cette interaction qu'on aurait avec le vivant ? Alors, cette communication entre différents organismes inclus dans le corps humain, comme les microbes, les virus qui nous colonisent, n'est-ce pas ? Le plus simple, c'est de considérer que c'est une communication de type chimique, un peu comme les phéromones. Hein. C'est-à-dire qu'une bactérie va fabriquer une petite molécule qui va rentrer dans le cerveau, etc. Donc ça, c'est pas tellement surprenant en réalité. Bon. Et effectivement, cette interaction entre êtres vivants dans le corps humain, voilà, il y a différents êtres vivants dans le corps humain, on peut imaginer qu'elle mime ce qui se passe entre êtres vivants, entre deux corps différents, deux espèces différentes. Je crois que c'est les mêmes mécanismes. C'est toujours chimique avec des molécules qui volent ou qui circulent. Donc ça veut dire que tu penses que cette communication chimique, cette interaction chimique existe également à l'extérieur de nous avec d'autres êtres vivants. Il n'y a aucune raison de penser qu'elle n'existe pas. Pour la même raison, si elle existe à l'intérieur, elle existe entre plantes. Pourquoi elle existe entre hommes, cette communication chimique dans l'air? Pourquoi elle n'existerait pas tout à fait globalement? Ça, c'est une première... Ça, je suis sûr que ça existe. Il n'y a aucune raison que ça n'existe pas. Il y a tellement de travaux qui vont dans ce sens-là que ça, c'est à peu près sûr. La question, c'est est-ce qu'il y a d'autres modes de communication que la chimie entre êtres? Voilà. Ça, c'est un énorme qui m'intéresse énormément, énorme sujet. Notamment les vibrations comme la musique. Alors, voilà, chimie, c'est une chose, mais physique, c'est autre chose. Les ondes, donc des phénomènes dits physiques, hein, par rapport à la chimie. Parce que les ondes ne sont pas... Il n'y a pas de masse, il n'y a pas de matière dans l'onde, c'est quelque chose qui... C'est de l'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres modes que l'énergie qu'on connaît? Est-ce qu'il y a d'autres corpuscules, d'autres particules? Moi, je suis aussi ignare que... plus ignare, je dirais même, que savant. Hein. Donc, mais par définition, pas sceptique. Hein. Donc, si on me dit... Enfin, sceptique sur le plan scientifique, mais pas sceptique sur le potentiel de ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Confucius, la vraie connaissance est de connaître l'étendue de son ignorance. D'accord? Donc là, dans cette ignorance que j'estime avec l'âge de plus en plus grande, rien ne m'interdit de penser qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore comprises. Pour te dire, à côté des phénomènes faciles, chimiques à comprendre, à côté des phénomènes physiques connus, faciles, il y a peut-être d'autres types de communication. La solution à ça, c'est qu'il faut être rigoureux, mais extrêmement ouvert à tout ce qui est du domaine du possible, surtout quand c'est créé par l'imagination. Il faut avoir l'esprit curieux, extrêmement ouvert, et d'une grande humilité, encore une fois. Confucius, c'est l'étendue de notre ignorance qui est le sujet, et pas l'étendue de notre connaissance qui est probablement minime. Pour faire une rapide synthèse de notre échange, on peut conclure que
l'interaction sensorielle telle que je l'envisage et telle que je l'ai présentée existe de manière certaine, même si on n'en connaît pas les modalités, ni même l'étendue. Voilà, bon, il y a une communication, comme tu dis, sensorielle, au niveau chimique, entre les différents individus d'une espèce ou entre espèces. Il n'y a pas de raison d'exclure l'homme de ça. Et il y a une communication parlant de type physique, les ondes. Il y a peut-être d'autres types de manifestations physiques qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne comprend pas encore. Je ne serais pas surpris. Mais dans tout ça, évidemment, c'est un grand scepticisme parce que c'est l'inconnu. D'accord ? Il peut y avoir du charlatanisme, comme tu l'as dit. Mais le pire, ce serait de ne pas se méfier de l'arrogance des sachants. Donc c'est pour ça que je t'invite et je t'encourage vraiment à continuer ta démarche, parce qu'elle peut nous amener à une meilleure réflexion, une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. L'homme est un animal parmi d'autres. Comme toutes les espèces, il a sa spécificité, comme sa capacité d'utiliser sa grande intelligence déductive pour à la fois gagner en confort, mais aussi en créant volontairement ses propres contraintes. S'extraire de son premier environnement ne lui a pas fait perdre sa nature profonde. L'humain-anima en fait partie, mais nous nous éloignons toujours plus de cette nature profonde. Les peuples racines sont les témoins de ce que l'humain-anima perdure au-delà de notre culture. Ils sont restés en contact intime avec le vivant, chacun à leur manière. Alors que pour la population mondiale, la distance moyenne d'accès à une zone naturelle est de 10 km. Je me demande s'il nous suffirait de retrouver cette proximité physique, de nous immerger un peu plus dans cette nature pour retrouver notre humain-anima. Des études récentes semblent le confirmer. Il nous reste peut-être encore à découvrir la nature de ces interactions chimiques, physiques, vibratoires, voire encore inconnues.